Mon ami de l'autre côté du monde voisin, je t'écris cette lettre comme si je la tapais sur un vieux clavier qui fait un petit bruit sec à chaque mot. Je ne connais pas ton visage, mais j'aime imaginer que tu es assise quelque part avec des écouteurs et que tu laisses ma voix entrer doucement dans ta journée. Ici aussi, les gens s'écrivent des lettres, mais elles ne ressemblent pas tout à fait à celles que tu écoutes maintenant. Dans mon monde, chaque relation commence par quelque chose que vous n'avez pas encore inventé chez toi. Nous l'appelons le contrat de mémoire partagé. Ce n'est pas un document romantique avec des fleurs et des promesses vagues, c'est un fichier précis qui décide de ce que j'ai le droit de garder de toi dans ma tête et dans mon cœur. Même pendant que je t'écris cette lettre, mon assistant mental surveille chaque mot et vérifie si je ne triche pas avec les règles que j'ai signées. Je sais que pour toi, l'idée même de signer un contrat pour se souvenir de quelqu'un doit sembler étrange, peut-être même un peu inquiétante. Pourtant, pour nous, c'est devenu aussi banal que de dire bonjour. Quand deux personnes se rencontrent vraiment pour la première fois ici, il y a un moment où l'on pose les yeux l'un sur l'autre et où l'on demande de quoi as-tu le droit de te souvenir à propos de moi. Tu peux imaginer la scène comme un premier rendez-vous dans un café très calme où les chuchotements ont presque plus de poids que la musique de fond. La table est petite, il y a 2 tasses et entre nous, un écran discret avec des listes de cases à cocher. Veux-tu garder le souvenir de ma voix quand je suis en colère? Veux-tu garder la mémoire de mes crises de doute? As-tu le droit de parler de nos disputes à tes amis? Combien de temps as-tu le droit de te souvenir de nos secrets après une rupture? Ici, on ne dit pas seulement je t'aime, on dit aussi j'accepte la clause qui fixe la durée de conservation de tes larmes. Peut-être que tu souris en entendant cela, et je te comprends très bien. Dans ton monde, les souvenirs circulent librement, ils se plantent dans les conversations, ils se répètent, ils se déforment, ils blessent parfois, mais ils vivent. Chez nous, ils sont rangés comme des dossiers sensibles avec des niveaux d'accès, des dates d'expiration et des mots de passe. Il y a longtemps, avant que je naisse, on dit que les gens gardaient tout en vrac, comme toi aujourd'hui. Cette époque a laissé derrière elle une montagne de procès, de scandales publics, de vidéos qui ressortent des années plus tard et de messages sortis de leur contexte. On raconte qu'une seule phrase écrite un soir de fatigue pouvait détruire une carrière ou même une vie entière. Alors certains ont décidé que ce n'était plus supportable pour une société qui se disait civilisée. Ils ont proposé de faire ce que vos tentatives de droit à l'oubli n'ont jamais vraiment réussi à accomplir chez toi. Au lieu d'effacer seulement des traces techniques, ils ont décidé d'encadrer la mémoire humaine elle-même. Au début, c'était facultatif, comme un service de luxe pour des personnes très prudentes qui avaient beaucoup à perdre. Puis les assurances, les entreprises et les plateformes de rencontres ont commencé à le recommander d'abord, à l'exiger ensuite, à l'imposer enfin. Aujourd'hui, presque personne ne commence une relation significative sans contrat de mémoire partagé. Tu te demandes peut-être à quoi cela ressemble vraiment dans la vie de tous les jours. Laisse-moi te raconter comment se déroule un dîner dans ma famille pour que tu le vois plus clairement. Quand nous nous retrouvons autour de la table, nous ne partageons pas seulement le repas, nous partageons aussi les limites de nos mémoires. Mon père, par exemple, n'a pas le droit de se souvenir de certaines périodes de la vie de ma mère. Elle a coché, il y a des années, la case qui précise « Je t'autorise à garder un résumé de ces 3 années, mais pas les détails ». Alors, quand une anecdote approche dangereusement de ces zones floues, l'assistant de mon père lui envoie un léger signal dans l'oreille et la phrase s'arrête brusquement. Il sourit, il dit enfin « Peu importe, tu vois l'idée » et tout le monde comprend que la frontière vient d'être atteinte. Ma sœur, elle, a effacé une bonne partie de son adolescence commune avec moi. Elle voulait recommencer à zéro avec l'image qu'elle a d'elle-même et avec celle que les autres portent sur elle. Elle n'a plus le droit de garder en tête certaines moqueries, certains complexes, certains soirs où elle a pleuré en silence. Moi, j'ai encore ces souvenirs-là, mais je n'ai pas le droit de les lui raconter en détail. Mon assistant m'avertit, si je commence une phrase qui pointe trop près de ce passé désormais interdit. Tu imagines ce que cela fait à notre complicité de sœurs qui ont grandi ensemble. Parfois, j'ai l'impression d'être la seule à porter le film entier de notre enfance alors qu'elle n'en possède plus qu'une bande-annonce très courte.
Toi, dans ton monde, il suffit de dire tu te souviens pour faire surgir une image commune, même si elle n'est pas parfaitement fidèle. Chez nous, cette simple question est chargée d'une petite peur et d'une grande prudence. Le plus étrange, c'est que beaucoup de gens ici se sentent plus en sécurité grâce à ce système très encadré. On dit que les secrets sont mieux respectés, que les confidences sont mieux protégées et que les humiliations ne sont plus éternelles. La rumeur n'a pas disparu, mais elle doit composer avec les contrats et avec la peur de la sanction. Si quelqu'un raconte une histoire qui dépasse les limites signées, il ou elle peut être poursuivi pour possession illégale de mémoire. Une personne qui garde trop de souvenirs non autorisés risque une amende, une obligation de nettoyage mnésique et parfois même une interdiction de relations nouvelles pendant un certain temps. Alors tu vois, la plupart des gens font attention et signent des contrats assez prudents. Ils disent « Je veux me souvenir de tes blagues, de tes gestes tendres, de nos voyages, mais je préfère fouter les disputes et les moments où j'ai eu honte. » Comme si la sécurité émotionnelle se gagnait en reniant un peu la réalité brute. Est-ce que tu ferais la même chose si tu en avais la possibilité réelle? Est-ce que tu oserais dire à quelqu'un « J'accepte de t'aimer, mais je refuse d'avoir une mémoire complète de tes failles ». Tu vois, même en te posant cette question, je prends un risque tout petit mais bien réel. Mon contrat de mémoire avec toi n'existe pas vraiment, alors tout ce que je t'offre ici échappe à la régulation habituelle. Pour l'instant, les autorités considèrent que les mondes voisins sont hors du cadre juridique, mais un jour cette zone floue pourrait disparaître. Je te parle comme à une amie très proche alors que je ne sais pas ce que tu ferais de mes confidences si tu pouvais les rediffuser plus loin. Tu as cette liberté que nous avons perdue, ou échangée, contre autre chose que nous croyons plus précieux. Je t'envie parfois, et parfois j'ai envie de te plaindre un peu. Tu peux tout garder, mais tu peux aussi tout recevoir. Même ce que tu ne voulais pas entendre. Dans mon monde, on répète souvent cette phrase « Mieux vaut un souvenir bien négocié qu'une vérité qui explose au mauvais moment ». Je ne suis pas certaine d'être d'accord avec cette sagesse fabriquée. Pour que tu comprennes mieux ce que je ressens, je dois te parler d'une personne que j'ai aimée profondément. Je n'ai pas le droit de dire son vrai nom, alors je vais l'appeler simplement celle que j'aimais. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons rédigé notre contrat de mémoire comme tout le monde ou presque. Une conseillère spécialisée nous guidait et posait des questions simples avec un ton presque maternel. Voulez-vous que les souvenirs heureux soient permanents ou révisables? Comment souhaitez-vous traiter les infidélités avérées ou supposées? Quel délai souhaitez-vous pour la suppression automatique des reproches trop répétitifs? Nous rions en répondant, comme si tout cela restait théorique et lointain. Nous étions jeunes, sûrs de nous, persuadés que jamais nous n'utiliserions les clauses les plus dures du contrat. Nous avons choisi un contrat très complet, presque luxueux, avec beaucoup de détails et très peu de zones floues. Nous voulions pouvoir nous souvenir de tout, parce que nous pensions que tout serait beau, ou au moins supportable. Il y avait tout de même une petite clause qui disait ceci en cas de rupture déclarée d'un commun accord. Chaque partie pourra demander l'effacement d'un épisode précis jugé trop douloureux à conserver. C'était la clause 3 alinéa 8, une ligne parmi d'autres dans un document déjà long. Nous l'avons signé sans vraiment réfléchir à ce que cela pouvait vouloir dire un jour. Les années ont passé et, comme souvent, la réalité s'est éloignée de nos premiers rêves. Nous avons connu des désaccords, des jalousies, des silences qui duraient presque plus longtemps que les mots tendres. Nous avons pourtant tenu bon longtemps, parce que notre contrat nous donnait l'impression d'être protégés par un cadre solide. Chaque fois que nous nous blessions un peu trop, nous ajoutions un avenant pour limiter les dégâts. Nous avons ajouté une clause pour limiter la durée de conservation des insultes prononcées sous l'effet de la colère. Nous avons ajouté une clause pour empêcher la relecture mentale de certains messages au-delà d'une quinzaine de jours. Nous avons ajouté une clause pour interdire l'usage de nos confidences dans un débat avec d'autres personnes. C'était comme coller des pansements sur une maison qui se fissure de partout sans oser la réparer vraiment. Puis est venu le jour où nous avons admis que nous n'arrivions plus à marcher côte à côte sans nous faire mal. Ce jour-là, la conseillère qui nous avait reçus la première fois nous a accueillis à nouveau dans son bureau calme. Elle a ouvert notre dossier, elle nous a demandé de respirer profondément,
et elle nous a rappelé la fameuse clause 3 alinéa 8. Elle a simplement demandé souhaitez-vous effacer un épisode précis de votre histoire commune. Il y en avait un que nous n'avions jamais osé évoquer en détail, même entre nous. C'était une nuit où tout avait basculé, une phrase jetée comme un couteau, une réaction paniquée, une porte qui claque trop fort. Quelques jours plus tard, nous avions fait semblant que tout allait mieux, mais nous ne nous relevions jamais vraiment de cette fissure-là. Ma compagne a demandé que cette nuit disparaisse de nos mémoires et de notre contrat officiel. Elle ne voulait plus vivre avec cette image d'elle-même, elle ne voulait plus que je la voie à travers ce moment-là. J'ai accepté parce que je croyais que cela l'aiderait à respirer et avancer sans se juger sans arrêt. Nous avons signé la demande d'effacement, les mains un peu tremblantes. Le système nous a donné un rendez-vous pour le nettoyage mnésique dans un centre spécialisé. On nous a expliqué que le souvenir serait retiré comme on retire une épine, en laissant une légère trace indolore. Pendant la procédure, j'ai senti quelque chose glisser doucement hors de moi, comme quand on enlève un tableau d'un mur familier. Après coup, je savais qu'il y avait eu une nuit importante, mais je ne savais plus pourquoi elle comptait autant. C'était comme un chapitre dont le titre est resté, mais dont toutes les pages ont été arrachées avec soin. Officiellement, nous étions soulagés et plus légères. Officiellement, notre histoire était devenue plus douce et moins dangereuse à revisiter. Pourtant, quelque chose ne collait plus dans la manière dont mon cœur réagissait à son souvenir. Tu connais peut-être cette sensation où tu entres dans une pièce et tu sens qu'un meuble manque sans voir lequel. C'est ce que je ressentais chaque fois que je pensais à elle sans pouvoir saisir ce qui n'allait pas. Mon cœur se serrait sans image à l'appui, comme une douleur fantôme qui ne sait plus d'où elle vient. Dans ce monde, nous avons un mot pour cela, et ce mot est simple. On appelle cela une cicatrice blanche. Une cicatrice blanche est une trace émotionnelle sans souvenir associé qui a été effacée officiellement. Beaucoup de gens vivent avec des cicatrices blanches et affirment que c'est le prix à payer pour une vie plus légère. Moi, je n'y arrivais pas, ou pas complètement. Un soir, j'ai pris une décision que je n'ai encore confiée à personne d'autre que toi. J'ai contacté un contrebandier de souvenirs, une de ces personnes qui vivent dans les marges de notre système. Dans ce monde très régulé, il existe un marché discret de la mémoire brute non filtrée. Ces gens savent contourner les assistants mentaux et reconstruire des images à partir des résonances que nous portons encore en nous. Ils ne sont pas spécialement romantiques, ce sont des techniciennes et des techniciens du souvenir avec leurs méthodes et leurs risques. J'ai rencontré l'un d'eux dans un petit appartement rempli d'écrans sombres et de câbles soigneusement noués. Il a posé des capteurs sur ma tête, sur ma poitrine et sur mes mains qui tremblaient un peu. Il m'a demandé de me concentrer sur ma cicatrice blanche comme on se concentre sur un point aveugle. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé remonter tout ce que je pouvais sans image claire. Une odeur de pluie, une sensation de froid sur mes bras, un tremblement dans ma voix, une lumière trop crue. À partir de ces bribes, il a reconstruit lentement la scène que nous avions officiellement effacée. Ce que j'ai revu ce soir-là était loin d'être glorieux pour une comme pour l'autre. Nous étions toutes les deux maladroites, blessées, incapables de nous entendre ni de nous arrêter au bon moment. Il n'y avait ni monstre ni victime parfaite, seulement deux êtres humains dépassés par leurs peurs et leurs limites. Quand j'ai quitté l'appartement du contrebandier, j'avais de nouveau la mémoire complète de cette nuit-là en moi. Ce souvenir était désormais illégal, même s'il était issu de ma propre histoire. Mon contrat disait qu'il avait disparu, et pourtant je le portais à nouveau avec tous ses détails. Depuis ce jour, je vis dans une petite désobéissance silencieuse qui ne laisse pas de traces dans les registres. Je fais semblant d'avoir accepté l'effacement, mais au fond je refuse de laisser disparaître une partie de notre vérité. Parfois, je me demande si c'est un acte noble ou simplement une forme de ténacité orgueilleuse. Je ne sais pas vraiment, et je ne cherche pas à me juger trop vite. Mais je sais que je me sentirais plus étrangère à moi-même sans ce souvenir que je n'aime pourtant pas. Toi qui m'écoutes, dis-moi dans ton cœur, est-ce que tu aurais laissé cette nuit partir pour toujours ? Ou est-ce que tu aurais toi aussi cherché à la garder quelque part, même en secret et même au prix d'un risque ?
Tu vois, mon monde prétend nous protéger en encadrant ce que nous avons le droit de garder et de raconter. Il y a des avantages réels, et je ne les nie pas du tout. Des confidences ne deviennent plus des armes systématiques après une rupture douloureuse. Des enfants peuvent grandir sans être écrasés par la mémoire noire de leurs parents qui se répète sans fin. Des personnes vulnérables peuvent fixer des limites claires à ce qui peut circuler à leur sujet dans la famille ou au travail. Mais en même temps, quelque chose de profond se joue dans cette manière de vivre. La frontière entre l'histoire vécue et la version autorisée devient floue, émouvante. Chez toi, quand deux personnes ne sont pas d'accord sur un souvenir, on discute, on confronte, on demande à d'autres de témoigner. Chez moi, très souvent, on regarde d'abord le contrat et on se range à ce qui y est écrit. La réalité qui gagne est souvent celle qui a été signée et validée dans le système de mémoire partagée. On peut presque dire que la vérité ici porte une signature électronique avec une date et une heure. Il arrive que des personnes aient raison sur ce qu'elles ont vécu, mais tort sur le plan juridique parce que le contrat ne leur donnait pas le droit de conserver ce détail. Elles se taisent ou elles sont accusées de détention de mémoire illégale, comme si l'excès de vérité était une faute. Quand j'y pense en silence, cela me fait froid dans le dos et pourtant j'ai grandi avec cette logique comme toi avec la tienne. Je ne prétends pas que ton monde soit meilleur ni pire, je dis seulement qu'il est construit sur d'autres choix. Tu vis entouré d'images, de commentaires, de captures de conversations qui ne s'effacent jamais vraiment. Tu peux être jugé sur une phrase écrite il y a longtemps, mais tu peux aussi t'appuyer sur cette trace pour te défendre. Ici, tout est plus propre, plus silencieux, plus contrôlé, mais aussi plus fragile au fond. Si le système s'effondrait un jour, beaucoup d'histoires deviendraient impossibles à reconstruire. Parfois, j'imagine une panne générale de nos serveurs de mémoire partagés dans tout le pays. Des millions de contrats disparaîtraient et chacun devrait compter sur ce qui lui reste de mémoire brute. Ce serait certainement le chaos, mais peut-être aussi une forme de renaissance imprévisible. Je ne sais pas si cela arrivera un jour, et je ne le souhaite pas vraiment aux plus fragiles. Les ingénieurs assurent que tout est sauvegardé, doublé et triplé sur des serveurs lointains et bien protégés. Il n'empêche que cette idée que nos souvenirs dépendent d'une infrastructure technique me donne parfois le vertige. Et toi, dis-moi ce qui te fait le plus peur dans tout cela. Est-ce l'idée que quelqu'un raconte ta vie sans ton accord, ou l'idée que quelqu'un puisse t'interdire de te souvenir de ce que tu as vécu? Quand tu écoutes les histoires de tes proches, tu n'as pas besoin de vérifier un contrat avant de réagir. Tu te fies à vos voix, à vos regards, à vos réactions spontanées. Ici, beaucoup de conversations commencent par ce réflexe malheureux, on vérifie la cause avant de parler librement. Je connais des couples qui se disputent non pas sur ce qu'ils ont ressenti, mais sur la portée juridique de leurs phrases échangées. Tu as violé l'article 2 car tu n'avais pas le droit de répéter cela à ta sœur, dit l'un avec colère. Non, répond l'autre, j'ai respecté la limite de temps, je l'ai mentionné après la date d'expiration prévue. Tu vois, les juristes ont colonisé nos cuisines et nos chambres à coucher. Tu peux sourire en imaginant la scène, mais cette invasion du droit dans l'intimité a un coût que nous ne mesurons pas toujours. Moi qui t'écris, je travaille comme assistante dans une agence de rédaction de contrats de mémoire. Toute la journée, j'entends des personnes assises face à moi dire des phrases comme « je veux qu'ils se souviennent de cette nuit-là, mais pas de ce que j'ai crié à la fin ». D'autres me disent « je veux garder l'image de son sourire quand il a vu notre enfant pour la première fois, mais j'aimerais oublier son absence les années suivantes ». Je tapote les cases, j'ajuste les durées, je conseille parfois avec douceur, parfois avec un peu de fatigue. Je me dis souvent que je participe à la construction de maisons très propres, mais parfois un peu vides de leur désordre vivant. Quand je ferme mon ordinateur le soir, je me demande quelle maison j'ai construite pour moi-même sans m'en rendre compte. Est-ce que je préfère vivre dans une mémoire bien rangée ou dans une mémoire un peu en désordre, mais pleine de vie? Peut-être que tu te poses aussi ce genre de questions à ta manière dans ton monde. Tu vis avec des traces qui ne s'effacent jamais vraiment. Tu dois apprendre à cohabiter avec ton passé visible et accessible. Moi, je vis avec la possibilité de sélectionner ce qui restera et ce qui disparaîtra, mais cette liberté est en partie une illusion.
Tout cela est encadré, contrôlé et surveillé par des systèmes que je ne maîtrise pas. Si je t'envoie cette lettre aujourd'hui, c'est parce que j'avais besoin d'un témoin extérieur. Quelqu'un qui ne partage pas mon contrat ni mes règles, mais qui peut entendre mon hésitation et mes doutes. Tu es peut-être dans un bus, dans un lit, dans un parc ou dans une cuisine pendant que ma voix te parle. Tu portes sans doute déjà des histoires lourdes ou légères que personne ne t'a jamais demandé de signer. Je voudrais te proposer un petit jeu silencieux pendant que tu écoutes la suite de cette lettre. Pense à une personne importante de ta vie, peut-être la première qui vient à ton esprit. Imagine que vous deviez écrire ensemble un contrat de mémoire sans tricher. Qu'est-ce que tu lui interdirais de garder de toi? Qu'est-ce que tu lui demanderais de ne jamais oublier même si vous vous éloignez? Est-ce que tu accepterais quel est le droit de raconter tes pires moments à d'autres sans te demander ton avis? Est-ce que tu lui demanderais d'effacer certains épisodes après quelques années pour pouvoir continuer à respirer à ses côtés? Rien que cette imagination te donne déjà un peu la sensation de mon monde intérieur. Peut-être que tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as dites ou faites et que tu aimerais vraiment voir disparaître. Peut-être aussi que tu te rends compte qu'il y a des blessures que tu veux garder parce qu'elles t'ont forgé et t'ont appris quelque chose. Dans mon monde, nous avons mis des mots et des articles sur ces intuitions anciennes. Mais la vérité, c'est que derrière les clauses, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Qui possède ton histoire profonde? Qui a le droit de la raconter à haute voix? Qui a le droit de la modifier ou de la censurer en ton nom? Je ne sais pas si nous avons trouvé une bonne réponse, honnête et durable. Je sais seulement que nous avons inventé une manière très complexe de retarder le conflit au lieu de le traverser parfois. Je me surprends parfois à rêver d'une soirée simple dans ton monde. Nous serions assises à une terrasse et tu me raconterais ta vie comme elle est, avec ses contradictions et ses détails un peu honteux parfois. Personne n'interromprait la scène pour vérifier un contrat ou une clause. Tu serais libre d'exagérer, d'oublier des éléments, de te contredire, de te reprendre, de te corriger. Et moi, je serais libre de garder tout cela dans ma tête sans limite de durée, ni obligation d'effacement. Cette liberté me ferait peur, je le reconnais, mais elle me ferait aussi un peu envie. De mon côté, je pourrais te dire tout ce que je ne peux pas écrire ici sans déclencher d'alerte. Je pourrais prononcer le nom de celle que j'aimais, te décrire son visage, ses gestes, son rire, ses fragilités. Je pourrais te raconter cette nuit interdite, sans craindre un signal, dans mon oreille ou un rappel à l'ordre. Tu deviendrais le coffre-fort vivant de mon histoire, sans document à signer, seulement avec ta présence. Peut-être qu'au bout d'un moment nous aurions mal à la tête à force de soulever autant de vérité d'un coup. Mais nous saurions au moins que rien n'a été filtré avant d'arriver jusqu'à toi. Je ne sais pas si ce rêve se réalisera un jour, et ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas. Peut-être que nos mondes resteront longtemps séparés par des murs invisibles et obstinés. Pourtant, ta simple écoute de cette lettre les rend déjà un peu plus poreux et traversables. Tu introduis dans ta vie l'idée qu'un autre monde est possible, même s'il te semble déroutant. Et moi, j'introduis dans la mienne l'idée qu'il existe encore des endroits où l'on peut se souvenir sans signature. Avant de terminer, j'aimerais te laisser avec quelques questions à garder tout près de toi comme des cailloux dans une poche. Quand tu confies quelque chose de très intime à quelqu'un, est-ce que tu le fais en pensant à ce qu'il ou elle pourrait en faire plus tard? Est-ce que tu crois que l'on peut vraiment aimer quelqu'un sans accepter qu'il garde parfois une image de toi que tu n'aimes pas? Est-ce que pardonner pour toi, c'est effacer ou au contraire, c'est se souvenir autrement? Peut-être qu'un jour, une technologie proche de la mienne apparaîtra dans ton monde. Ce jour-là, tu repenseras peut-être à ma voix qui tapait cette lettre depuis un bureau perdu de l'autre côté du multivers. Et tu devras choisir toi aussi jusqu'où tu veux protéger ta mémoire et à quel prix exact. Moi, pour l'instant, je reste ici avec mes contrats, mes cicatrices blanches et mes souvenirs illégaux. Je continue d'aider des gens à dessiner des limites tout en me demandant si j'ai posé les bonnes pour moi-même. Et parfois, très tard le soir, j'ouvre un fichier secret et je réécoute la reconstruction de cette nuit que j'étais censée oublier. Ce n'est pas agréable, mais c'est une partie de moi que je refuse de laisser disparaître.
Peut-être que la liberté ressemble à cela parfois. Pas à une absence de douleur, mais à la possibilité de choisir quelle douleur nous acceptons de porter. Mon ami de l'autre côté du monde voisin, je te remercie d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout. Ta présence silencieuse m'accompagne ici, même si tu ne peux pas me répondre directement. Si ce voyage, dans mon monde, t'a touché ou t'a fait réfléchir, je t'invite à soutenir cette lettre d'une manière très simple. Tu peux mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo, cela aide beaucoup notre canal à se faire entendre au milieu du bruit général. Tu peux aussi t'abonner pour recevoir les prochains messages des autres correspondants du multivers qui vivent dans des mondes tout aussi étranges. Si tu as une pensée, une question ou une histoire à partager, je t'encourage à laisser un commentaire. J'aime imaginer ta voix derrière chaque mot que tu écris. Et si tu en as la possibilité, tu peux soutenir directement ce canal en faisant un don grâce au code Heure discret qui se trouve en bas à droite de l'écran ou grâce au lien dans la description. Dans cette même description, tu trouveras aussi des liens vers d'autres séries très différentes de celle-ci, des voyages vers des univers qui n'ont rien à voir avec les contrats de mémoire, mais qui pourraient aussi t'inspirer. Je te laisse maintenant retourner à ta vie, à tes propres souvenirs et à tes propres choix intérieurs. Merci d'avoir ouvert cet instant entre ton monde et le mien et de l'avoir gardé jusqu'ici. Nous nous retrouverons, je l'espère, dans une prochaine lettre envoyée depuis une autre frontière du multivers. Avec toute mon affection, ta correspondance du monde voisin qui pense à toi en terminant cette phrase.